On va donc rentrer dans le vif du sujet avec le mécénat de compétences, donc un des deux dispositifs clés de votre engagement. Mécénat de compétences. Et donc pour nous en parler, je vais demander à Stéphane Voland, secrétaire général de la Fondation SNCF, de me rejoindre. Je sais que c'est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Bonjour Stéphane Voland, bienvenue. Le petit bouton, voilà. Donc l'engagement des salariés aussi, ouais. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur en tant que secrétaire général. Oh que oui, parce que grâce à cet engagement, vous mettez du sens dans vos actions. Et je trouve ça extrêmement juste quand on est une société nationale qui est depuis maintenant plus de 80 ans ancrée sur le territoire national. On est évidemment très perméable aux valeurs de la République. Égalité, liberté, fraternité. Alors on parle toujours de liberté parce que c'est aussi la liberté d'aller et venir, donc on y contribue. C'est la liberté d'expression, bien sûr, c'est la première d'entre elles, mais aller et venir, c'est l'une des qualités justement sur laquelle tous les salopards qui veulent du mal à nos valeurs s'attaquent quand ils prétendent s'attaquer au train. Donc cette liberté-là, on la défend, on l'a chevillée au corps. L'égalité, on devrait l'avoir aussi davantage chevillée au corps. C'est l'égalité d'accès à nos trains. Il nous faut des petits prix, des grands prix en fonction des capacités des uns et des autres à pouvoir investir et payer dans le train son billet. Mais c'est aussi l'égalité homme-femme. C'est l'égalité d'accessibilité pour des gens qui n'ont pas toujours la possibilité. Je regarde mon voisin de gauche, d'utiliser nos moyens informatiques comme nous qui entendons bien, qui voyons bien, et puis qui marchons et qui courons bien. C'est ça aussi notre valeur. Et puis la fraternité, c'est justement ce qu'on fait. Et ça, c'est difficile parce que les deux premières libertés, ou les deux premières valeurs, on peut mettre des textes, on peut contraindre, on peut mettre de la parité, on peut exiger, mais la fraternité, ça ne se contraint pas. Et c'est parce qu'on est comme ça, nous les cheminots, que finalement on a envie de donner un peu aux autres. C'est parce que, y compris les patrons, je regarde mon patron et copain Patrick Jantet, on a ça chevillé au corps. Je regarde Bénédicte Tilloy, elle accorde aux salariés le fait de justement donner du temps pour s'engager. Et la fraternité, c'est pour de vrai chez nous. Ça nous ressemble, ça nous va bien au corps et au cœur, comme on dit dans les chansons. Et je crois que nos clients, qui sont aussi nos propriétaires, les Français, reconnaissent ça chez nous. On le fait parce qu'on est comme ça, on le fait parce que ça fait du bien. Et puis si on était juste un tout petit peu cynique ou un petit peu plus société qu'on est nationale, eh bien ça a aussi de la valeur dans notre offre de transport. Et au moment où on donne, on doit entrer dans la concurrence et on doit faire du coup la différence avec nos concurrents. Peut-être qu'un jour, des autorités organisatrices de transport, des États privilégieront la SNCF en disant c'est parce qu'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils nous ressemblent, c'est parce qu'ils font un peu plus que ce qu'on leur demande ou ce qu'on demande à leurs concurrents qu'on a envie de les retenir eux, parce que ça fait du bien, parce que cette boîte est belle et parce que c'est nous, quoi, tout simplement. Voilà, alors bravo aux 3 récipiendaires, c'est comme ça qu'on dit, 3 lauréats qui vont venir sur scène. Ils représentent bien notre groupe puisqu'ils ne sont pas que chez Réseau, que chez Mobilité, que à l'Épique de Tête, que ci, que là. Ils sont à SNCF tout simplement et c'est vachement bien. 3 lauréats qui illustrent évidemment l'engagement de 169 salariés qui ont fait profiter de leurs compétences, qui ont mis leurs compétences au sein d'associations. Donc évidemment, Stéphane Voland, vous l'avez rappelé, 3 parce qu'on ne peut pas tous vous entendre, mais on va tous vous célébrer. Ce sont un peu vos ambassadeurs que je vais inviter à me rejoindre sur la scène, à nous rejoindre. Je vais appeler Audrey Poulain, DRH DSI Group, Juan Ramón Alvarez, chef de la section IGSF 84 chez SNCF Infra, et qui va nous rejoindre avec Mathieu Lantier, qui est directeur de Proxité, l'association auprès de laquelle vous intervenez, Juan Ramón. Et puis je vais également appeler Pascal Mabir, chef de mission ligne Nouvelle Paris-Normandie, à la direction design du réseau. Bonjour et bravo. Bravo à vous. On va commencer par vous, Audrey Poulain. Oui, on est sensible à l'égalité femmes-hommes, en effet. Honneur aux femmes. Pour commencer, vous avez organisé au mois d'avril dernier, donc à Lyon, à Vaux-en-Velin, une mission en équipe pour 2 associations, Sport dans la ville et École de la deuxième chance. Pourquoi avez-vous souhaité organiser ces 2 journées ?
Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis très honorée et je suis très heureuse de venir témoigner sur une action qui a été réalisée au sein de l'équipe RH et Com de la DSI Group. Donc, pourquoi avoir organisé cela? Parce que tout d'abord, les sujets de solidarité m'animent depuis toujours. Mais outre le fait que, à titre personnel, je considère que c'est une bonne idée, je pense que cela crée de fait une émulation au sein d'une équipe et que cela permet d'enclencher aussi une performance collective. Donc j'ai rencontré Croisine qui m'a parlé de la fondation que je ne connaissais pas très bien à ce moment-là. Et on a lancé une démarche au sein de la direction informatique, dans un premier temps en tout cas, pour inciter les informaticiens à donner un peu de leur temps. Donc cela a été réalisé, pas suffisamment encore, mais en tout cas la démarche a été enclenchée. Et puis ensuite, je me suis dit, bien, ça aurait un sens de le faire dans ma propre équipe. Et donc j'ai commencé à en parler, dans l'idée étant de se dire, bah voilà, on va déjà rendre service. Ensuite, on va avoir un sens collectif, et on va aussi chercher à être exemplaire. Donc finalement, l'idée a été retenue par l'équipe, et nous avons décidé, puisque nous avons une équipe multilocalisée, de le réaliser à Nantes, à Lyon, oui. Parce que j'en ai aussi à Nantes, donc à Lyon. Et ça, c'était aussi un signe. Le signe, c'était d'habitude, ce sont les personnes délocalisées qui montent sur Paris. Là, c'était aussi pour dire, bah voilà, on vient aussi chez vous. Et ce qui a été intéressant ou facilitant pour nous, ça a été que la Fondation nous a mis, entre guillemets, à disposition une correspondante locale qui nous a tout facilité. Donc c'était Sophie Blanchedeau et qui nous a vraiment aidés dans notre recherche et dans notre démarche. Et après, de façon évidente, puisque nous sommes une équipe RH, on s'est donc dit que ça serait intéressant de pouvoir aider des jeunes dans la simulation d'entretien ou la relecture de CV. Et c'est donc ce qu'on a fait auprès de 2 associations, Sport en Ville, qui contribue à l'insertion des jeunes par le sport, et l'école de la Deuxième Chance, qui contribue à une insertion sociale, professionnelle et sociale auprès d'une population plus défavorisée. Alors comment ça s'est passé concrètement, cette expérience pour votre équipe sur le terrain? J'imagine qu'il y a eu des moments forts. Oui, tout à fait. Donc on a passé 2 journées, une journée par association. Et ce qui était très intéressant, ou encore une fois simple pour nous, c'est que quand on est arrivé, tout était très organisé, les dossiers, petit A, petit B. Du coup, c'était bien. On avait le café, enfin la grosse bonbonne de café aussi. Et donc sur Sport en Ville et l'école de la Deuxième Chance, nous étions sur 2 environnements quand même très différents. Donc Sport en Ville avec des jeunes plutôt matures, avec pas mal de volonté, de niaque. Et donc voilà, donc nous avons commencé à travailler sur des simulations d'entretien. Après, je peux peut-être vous donner une anecdote éventuellement. Donc, sur Sport en Ville, donc j'étais en simulation d'entretien, et donc avec ce jeune, je lui expliquais que à chaque fois, il aurait à répondre sur « et alors, quels sont tes axes de développement ?» Et donc, il me répond « bah moi, je suis feignant ». Je fais « bon, alors attendez, nous allons reprendre ». Donc on va pas tellement le dire comme ça. Donc il reprend et il me dit alors moi le matin quand mon réveil sonne, j'arrive jamais à me lever quand j'ai un rendez-vous. Je fais allez, on recommence. Voilà, c'était la petite anecdote. Vrai training. Voilà. Et sur l'école de la Deuxième Chance, alors pour nous, ce qui a été intéressant dans cet autre environnement, donc sur la seconde journée, c'est que tout d'abord, on a rencontré un collègue lyonnais, donc qui travaillait d'une autre entité, il me semble que c'était le matériel. Et puis, on a aussi découvert
le concept de l'école de la deuxième chance, où on a découvert que la France était maillée complètement de ces dispositifs-là. C'était dans un coin complètement perdu de Vaux-en-Velin, donc il y avait toute une étape aussi pour aller dans l'association. Et donc là, on était sur des populations très différentes, beaucoup plus défavorisées, avec des jeunes réfugiés politiques ou mamans à 15 ans, ou personnes jeunes handicapées ou personnes en permission. Et donc, on a fait de notre mieux pour aider ces quelques jeunes. Et juste, j'ai fini. Et peut-être une autre anecdote qui nous a marqué. Donc, sur une interview, sur une simulation. Non, c'était pas une simulation d'entretien. Là, je regardais le CV avec un de ces jeunes en lui disant, mais ici, vous avez une période où là, il faudrait être un peu plus précis sur la date. Et donc là, il me dit, alors là, j'étais incarcérée à ce moment-là. Et un peu plus pas l'écrire en effet sur le CV. Et un peu plus loin, je lui dis, de la même façon, là, il faudrait repréciser cette date-là. Et là, il me dit, mais là, c'était ma deuxième incarcération. Bon, voilà. Merci. En tout cas, on sent que vous parlez de cette expérience avec beaucoup d'émotion. Qu'est-ce que ça a apporté à votre équipe, et est-ce que vous encouragerez d'autres managers? On entendait dans le film cette salariée dire c'est une journée où on ne produit pas, mais sacré retour sur investissement. Oui, alors je retrouve. J'ai effectivement préparé cette intervention et je retrouve tout à fait ce que j'ai vu dans le film. Donc bien évidemment, on est sur une dimension de cohésion d'équipe, hein, ça c'est de façon évidente. On est sur un partage simple, une complicité forcément qui se crée et qui noue des relations dans le futur. Donc je rejoins tout à fait la dame qui parlait. Ce qui est intéressant aussi, ou en tout cas dans notre équipe, c'est ce qui s'est produit, c'est que nous avons mis en commun nos compétences. Et du coup, on n'était plus un manager avec son équipe, on était juste ensemble, une équipe voilà, sans ligne hiérarchique du tout. Voilà. Une belle expérience que vous avez vécue aussi différemment sur une autre action, hein, Juan Ramón Alvarez. Vous avez effectué une mission de parrainage avec l'association Proxité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre action et puis sur ce que ça vous a apporté? Proxité, déjà, c'est une association qui a deux types de missions, soit du parrainage en entreprise où on accompagne des jeunes, on fait du coaching en fait, soit de l'accompagnement scolaire. Alors les jeunes qu'on parraine, ce sont souvent des jeunes issus des milieux un peu défavorisés, en échec scolaire, qui sont passés par l'école de la deuxième chance pour certains. Et donc on les aide. Alors on pourrait se dire que c'est juste faire un CV ou une lettre de motivation ou apprendre à se présenter, mais c'est quasiment repartir de zéro. Leur expliquer ce que c'est que la vie en dehors de la cité, les accompagner... leur dire pourquoi telle ou telle chose c'est pas bien, pourquoi on se présente comme ci, comme ça, pourquoi il faut apprendre à parler français. Parce qu'ils ne savent même pas parler français au final. Donc c'est la mission principale de Proxité. Alors vous avez accompagné un jeune en particulier, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Oui, j'ai accompagné un jeune de 23 ans qui était en échec scolaire. Ça faisait 8 ans qu'il n'était pas allé à l'école, il est passé par l'école de la deuxième chance. Alors il parlait assez mal français parce qu'il était arrivé quand il avait 10 ans en France, et au bout d'un an et demi de travail ensemble, il a trouvé un emploi, il est en CDI depuis cet été, et donc là je vais commencer une seconde mission à partir du 24 novembre. Bravo, belle réussite en effet. Ça doit être une fierté pour vous effectivement de savoir que ce jeune aujourd'hui est en CDI et qu'il est sorti de la galère comme on dit. Et Mathieu Lantier, vous êtes directeur justement de l'association Proxité. Cet accompagnement d'un jeune par un salarié, c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Bon, d'abord merci à Juan. J'ai croisé quelques autres bénévoles de Proxité ici, je pense à Vincent ou à Sylvia.
J'ai vu qu'il y en avait qui s'engageaient énormément. Je pense à Michael, qui maintenant aide les petits frères des pauvres et qui avait aidé Proxité aussi auparavant. Oui, c'est une relation gagnant-gagnant. En fait, donc Proxité, c'est quoi ? C'est de l'humain. C'est des jeunes qui sont effectivement en difficulté, mais qui sont surtout motivés. Ils ont des envies, mais ils ne savent pas comment les réaliser. Ils manquent de soutien autour d'eux. Ils ont des contextes sociaux, familiaux qui ne sont pas forcément simples, parfois un rapport à l'apprentissage qui n'est pas évident. Et puis de l'autre côté, c'est des collaborateurs, parce que tous nos bénévoles sont actifs dans le monde du travail pour favoriser cette projection dans l'avenir. C'est des bénévoles qui ont envie de transmettre, qui ont envie de donner d'eux, de se sentir utiles, mais qui ne savent pas non plus forcément comment le faire, ça n'a rien d'évident. Et puis c'est une rencontre comme ça qui est assez improbable au départ, qui n'a rien d'évident et qui fonctionne. Il y a une alchimie qui est incroyable parce que quoi ? Parce que chacun donne de soi. Et ça, ça n'a pas de prix. Vous parliez de partage, vous parliez de fraternité. Ça se joue, nous, à l'échelon à chaque fois de chaque binôme. Chaque binôme a son histoire. Et donc, effectivement, c'est assez extraordinaire parce qu'on voit les jeunes évoluer. Alors, on peut parler de nos impacts. On a beaucoup travaillé sur nos impacts pour aussi que nos partenaires nous fassent confiance. Il y a des vrais impacts en termes, effectivement, d'insertion. Ton filleul Hicham en est un bon exemple. Il y a des impacts en termes de progression de la scolarité, de choix d'orientation. Ça, c'est formidable. Mais il y a surtout des impacts en termes de confiance en soi, d'ouverture à l'autre. Moi, je vois au quotidien les jeunes changer. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis je vois les bénévoles changer, ça leur fait quelque chose, ça les transforme. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans le mécénat de compétences, c'est qu'à un moment donné, une entreprise, elle considère aussi ses salariés un peu différemment, humainement, etc. Et elle sait qu'en fait, ils ont plein de richesses, plein de qualités, etc. Et puis, en fait, je pense que parfois, c'est un peu surprenant, le parrainage. On se surprend à être plus en capacité d'écoute qu'on ne le pensait, on se surprend à s'adapter, et puis on apprend l'un de l'autre. Je pense que les jeunes apprennent beaucoup au contact de nos parrains, mais les parrains découvrent aussi pas mal de choses. Et du coup, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a de belles amitiés derrière qui persistent au-delà du parrainage, et donc effectivement c'est gagnant pour les parrains, c'est gagnant pour les filleuls, mais on parlait de lien social tout à l'heure. Nous, voilà, notre rôle, mais c'est un rôle micro à toute petite échelle, c'est de tisser du lien social entre des gens qui au départ n'étaient pas du tout voués à se rencontrer. Donc voilà pour faire un bref résumé. Et encore une fois, Juan, il est hyper modeste, mais en termes d'investissement, de nombre d'heures de bénévolat, etc., de mécénat en l'occurrence, c'est énorme. Et après, Hicham, au début, quand on l'a rencontré, c'était quelqu'un qui était en échec depuis longtemps et qui le vivait assez mal. Et il était dans la défiance. Dans la défiance vis-à-vis des adultes, dans la défiance vis-à-vis des institutions, parce que même s'il avait été accompagné par pas mal d'acteurs, ça n'avait pas marché. Et alors, chez Proxité, on ne se pose pas la question de la faute à qui, on avance et on essaye de s'appuyer sur les ressources du jeune, et grâce aux ressources du parrain, et ça a fonctionné, c'est un super exemple, et le simple fait de voir Hicham, au-delà du CDI, avoir repris confiance en lui, ça c'est la victoire. Et je pense que Hicham, il sera capable d'aller vers d'autres adultes, là où auparavant ça n'aurait pas été le cas. Alors Juan, on mesure vraiment votre implication auprès de Hicham, le temps que vous y aviez passé. Est-ce que votre manager vous a soutenu dans cette démarche ? Le premier n'a pas eu le choix. C'est ça où je démissionne ? Non, c'est parce que de toute façon, je suis dans un métier où le travail doit être fait en temps et en heure, sinon on ne met pas en service et du coup les trains ne roulent pas. Donc s'il avait dit non, j'aurais pris ce temps et fait des heures sup pour compenser. Et le second, oui, il est tout à fait dans la démarche. Il voulait venir aujourd'hui, mais il a eu un empêchement. Mais il me soutient. Mes collaborateurs aussi ont le droit de faire du mécénat de compétences. D'ailleurs, j'en ai toujours au moins un ou deux qui sont dans le mécénat de compétences. Et globalement, la ligne hiérarchique à IEP est plutôt favorable. Audrey Poulain, vous pensez vraiment aussi que l'entreprise a intérêt à développer ce type de dispositif ? Oui, c'est bon. Donc, outre les sujets et l'intérêt du collaboratif, je trouve que c'est intéressant pour aussi se rendre compte que l'utilisation de nos compétences internes, qu'on utilise au quotidien, peut aussi servir en externe. Et je trouve qu'en termes c'est bien de pouvoir réaliser cela et de le faire en équipe.
Un petit point aussi sur le relais RH, parce que, et je me mets aussi dedans, hein, je suis RH, donc je considère que voilà, la Fondation fait énormément d'efforts en termes de com, mais que les équipes RH pourraient peut-être relayer un peu plus. Donc je retire cela de ça. Et pour répondre aussi sur le dispositif, est-ce que l'entreprise a intérêt à développer ce dispositif ? Il faut quand même se dire que toutes les entreprises ne proposent pas ce type de dispositif. C'est quand même une chance. Voilà, de pouvoir disposer de ce mécénat de compétences et de pouvoir passer au nom du temps, au nom de l'entreprise, pour incarner ces valeurs et notamment la valeur de solidarité. On a vu, Stéphane Volant, évidemment c'est un dispositif qui fonctionne bien, mais compte tenu de certaines contraintes de production, c'est pas forcément évident pour un manager de faire en sorte que son salarié soit disponible. C'est très difficile et c'est vrai que ça demande un vrai effort. Mais c'est un effort qui est couronné de succès ou qui a un retour. C'est un investissement qui a un retour. Vous avez parlé de 169 contrats signés cette année. C'est trop peu. C'est trop peu. Il faut regarder ça aux bornes du groupe. Nous sommes 240 000. Toutes filiales confondues. Je regarde les copains de Géodis en face, les copains de Keolis. On doit faire beaucoup mieux. C'est un très bon début parce que ça demande un effort. Mais l'investissement de base, il est là. Il est fait par la Fondation, il est fait par vous qui êtes les représentants des 169. On doit aller plus loin. On a probablement notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on valorise davantage ce que ça fait de plus. Quelle valeur ajoutée ça apporte au profil de celui qui se lance dans cette démarche-là? Quelle valeur ajoutée cette valeur a-t-elle pour l'entreprise tout entière? Et donc, il va falloir qu'on bosse dans les profils RH. On sort là en ce moment des tables rondes de notation, des évolutions de carrière. Je n'ai pas entendu parler de la Fondation dans nos échanges. C'est dommage. J'adorerais que de temps en temps, un poste soit décroché par quelqu'un en disant... Son engagement dans la Fondation fait que c'est peut-être la petite prime qui va l'aider à passer le cap. Quand on regarde un CV, il y a tout ce qui est normal, et puis il y a ceux qui s'intéressent au bas de CV. Le bas de CV, c'est la tripe humaine, c'est l'engagement du candidat, et de temps en temps, il y a des managers, il y a des RH, je regarde Bénédicte, je sais qu'elle le fait, qui, au-delà de regarder le cœur du métier, fait parler le candidat sur d'autres choses, pour voir quelle est la vie qui va autour. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est capable d'apporter quelque chose de plus que simplement ce qu'il a appris à l'école ou ce que ses managers successifs lui ont donné comme objectif de prod? Eh bien, la Fondation, c'est ce petit supplément d'âme-là, ce bas de CV-là, qui fait que normalement, avec un peu plus de temps, un peu plus d'attention, peut-être un peu plus de moyens, mais Marianne a une planche à billets, donc elle peut nous aider. Elle peut nous aider. Elle a notamment une planche à billets qui est alimentée par du papier des branches des activités de l'entreprise. Donc voilà, vous avez tous un droit de tirage là-dessus. Nous devons tous valoriser davantage ce que nos collègues passent comme temps à la Fondation. C'est du temps utile pour eux, mais c'est du temps utile pour nous. Vraiment. On peut faire plus. Encore. Bon, beaucoup. Toujours. Grâce à la planche à billets. Grâce à la planche à billets et puis à l'énergie que vous allez y mettre les unes et les uns et les autres. Planche à billets qui fonctionne bien du côté de Proxité, je crois, puisque Mathieu Lanty, votre partenariat avec la Fondation s'est enrichi. Oui, c'est assez extraordinaire. Je pense que moi, je remercierai jamais assez l'équipe de la Fondation, Marianne Échette, parce que c'est elle qui rend ça possible, mais également Croisine et André, que j'ai rencontrés au tout début et qui ont cru en Proxité. Voilà, quand je suis allé les voir, on avait chaque année entre 1 et 3 parrains de la SNCF qui étaient engagés, plutôt grâce au bouche à oreille, etc. Voilà, Proxité, c'est pas une association nationale hyper connue, etc. Elles nous ont fait confiance. Chaque année, maintenant, c'est 20, puis 30 parrains qui s'engagent. Là, on doit être à 25. Et il y a encore des actions de communication qui sont prévues. C'est plus de 600 heures de mécénat de compétences chaque année. Et on fera encore mieux cette année. Donc, c'est exceptionnel. Et après, je dirais que nous, on a grandi avec la Fondation dans différentes phases. Voilà, on était tout petits, maintenant on est modestement moyen. Et typiquement, je suis aussi allé les voir quand le siège s'est installé ici à Saint-Denis, parce que Proxité est né à Saint-Denis. Et du coup, le simple fait aussi de pouvoir recevoir une écoute en disant est-ce que même une entité comme le siège il peut avoir un lien de proximité avec les habitants ici, et qu'on reçoit un grand oui, on va y aller, etc. Et puis
ils donnent de leur temps, hein. Ils viennent sur les stands, ils vont voir les collègues. Enfin, c'est assez incroyable de voir l'énergie qui est déployée. Donc ça joue hyper fortement. Et puis voilà, grâce à ce travail-là, on a de plus en plus de parrains qui deviennent bénévoles. Et ça va encore plus loin cette année, puisque effectivement, on a quand même une antenne de proximité un soir par semaine, le jeudi, qui est accueillie dans les locaux de la SNCF, ici au campus Fruitier. Si vous voulez devenir bénévole, du coup, c'est très simple, hein. Vous descendez ou vous changez de bâtiment. Mais ça n'a pas de prix, parce que pour une association comme nous, il y a deux nerfs de la guerre. En gros, c'est trouver des bénévoles ou des gens qui font du mécénat de compétences et de l'argent. Mais trouver du mécénat de compétences ou du bénévolat, moi j'en parle avec tous les autres responsables associatifs, c'est une vraie difficulté. Et quand une entreprise permet à ses salariés d'être dans les meilleures conditions pour le faire, quand on facilite cet engagement-là, mais c'est génial. Ici, il est facilité, il est valorisé. Donc oui, effectivement, ça ne fait que progresser. On pourra faire encore mieux. J'entends tous les objectifs. Je serais ravi, effectivement, que tout parrain Proxité ait une promotion assez rapide au sein du groupe. Mais voilà, ouais, c'est une belle histoire. Et après, ça s'inscrit aussi dans la durée. Et puis, je n'oublie pas aussi le reste, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété de missions. Pour les collaborateurs, c'est hyper intéressant et ça permet de s'engager, enfin voilà, en fonction de là où on est dans la vie. On ne va pas toujours faire du parrainage, on peut faire d'autres choses. Vous faites connaître plein d'associations. Vous avez un rôle de sensibilisation qui est majeur et on en bénéficie largement. Voilà. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et votre dynamisme, en tout cas, Mathieu Lantier. Je vais maintenant me tourner vers vous, Pascal Mabir. Vous avez choisi une nouvelle forme d'engagement. C'est un dispositif original qui s'inscrit dans le cadre du mécénat de compétences. C'est le séminaire d'équipe solidaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui vous a donné envie surtout de faire ce séminaire d'équipe solidaire plutôt que d'aller faire la fiesta à Marrakech ou au hasard ? Écoutez, j'en viens et on n'a pas complètement fait la fiesta à Marrakech, mais j'en dirai un mot probablement à la fin. J'imagine que l'ambiance n'était pas forcément à la fête. Ouais, la planète est en danger, donc l'air n'était pas à la fête. Et en même temps, j'en profite parce qu'on était avec des jeunes du 93. Je suis pas sûr que ce soit bien de dire le 9-3, on dit pas le 7-5 ou le 9-2, donc bon de voilà. Seine-Saint-Denis. De Seine-Saint-Denis, exactement. C'est un vrai département. Il n'est pas qu'une casaque. Et ces jeunes-là étaient absolument formidables et ils nous ont appris. On était là les tronchus de service à venir avec des experts pour quantifier le renvoi de gaz carbonique, du gaz à effet de serre dans les transports. Donc c'était extrêmement sérieux. Ils nous ont, alors pour le coup sans jeu de mots, ouvert une fenêtre sur un monde, sur des techniques. Leur regard à eux est extrêmement riche. Et on a appris, je ne devrais pas le dire, et c'est évidemment pas enregistré, ça ne sortira pas de Paris, je ne devrais pas le dire, mais on a probablement plus appris à l'occasion de ce dîner avec ces 40 jeunes de Seine-Saint-Denis, qu'on va revoir du reste, qu'on en a appris pendant 3 jours de blabla entre nous. Les gens étaient très chics, très pointus, très influents probablement, mais il ferait mieux d'écouter davantage le terrain. Et donc, on n'a pas fait que se marrer, on a aussi travaillé, et avec des Dionysiens, puisque c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Saint-Denis. Donc, ce séminaire solidaire, dites-nous en plus, Pascal Mabir. Oui, alors effectivement, l'idée, c'était de trouver un séminaire qui ait un peu plus de sens que les séminaires classiques de type Escape Game ou Flashball, sans penser à Marrakech. Et ça s'inscrivait dans un processus qui était enclenché avec les RH, c'est sur le thème de l'équipe apprenante, c'est-à-dire comment, sur le projet, mettre les collaborateurs au service du projet et non pas le service au projet des collaborateurs. Et donc, l'autre point, c'était aussi qu'on est une entreprise de service public, et donc la valeur d'entraide, c'est vraiment dans nos gènes, dans nos chromosomes, et donc ça me semblait bien adapté, puisque c'est vraiment le cœur des valeurs de l'entreprise. Alors pourquoi Emmaüs ? Effectivement, la Fondation proposait plusieurs types de séminaires. J'ai plutôt retenu celui-là parce qu'il y avait un côté bricolage, déménagement qui collait bien à l'équipe qu'on voit à l'écran, très sportif, assez jeune. Et donc, voilà, c'est le choix d'Emmaüs. Et puis le dernier point, c'est que nous, on travaille sur des projets à très long terme, avec des échéances de mise en service qui ne sont pas toujours très palpables. Et j'avais le souhait qu'on vive en commun sur une journée, un projet avec des résultats concrets le soir, en disant, voilà, on a fait ça et on peut le constater physiquement. Et donc, le soir, beaucoup de courbatures. Oui, surtout moi. Vous avez repeint des locaux, je crois.
Oui, alors c'est effectivement surtout moi qui avais des courbatures, ils en avaient moins. Donc en fait, la journée, comment ça s'est passé? Ce qui est important, c'est déjà de bien rappeler que ça s'inscrit dans un processus vraiment RH, c'est-à-dire que ce type de journée n'a pas de sens si ça ne s'inscrit pas dans une logique avec, donc il y avait des ateliers de préparation sur le thème justement de l'équipe apprenante. Et puis donc il y a un avant et il y aura un après, c'est pas un one shot, sinon ça n'aurait pas de sens. À quelques jours avant le jour J, on a eu avec Ça me regarde, donc, l'association qui met en lien la communauté Emmaüs et la SNCF et d'autres entreprises, un brief téléphonique avec l'équipe et le responsable pour expliquer comment allait se passer la journée et préparer les collègues. Et puis ensuite, le jour J, donc on a eu l'accueil café et on a été dispatché en binôme, voire en trinôme avec un compagnon. Donc un collaborateur et un compagnon Emmaüs. Donc il y en a qui sont partis réparer des réfrigérateurs, de l'électroménager, d'autres sont partis réparer des vieux meubles et moi-même je suis allé trier du linge qui est ensuite revendu par l'association. Et puis, donc, le secrétaire général parlait de la fraternité. Très vite, on rentre dans cette fraternité puisque on est tous au même niveau, voire même les compagnons qui ont une expertise de leur activité prennent naturellement le dessus, nous disent comment on doit faire. Et du coup, on se met tous autour de la seule valeur qui est le travail. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les contacts s'établissent dans la journée. D'une part du vécu des gens, donc les compagnons, mais aussi des collaborateurs. Et puis voilà, c'est plus ou moins rapide, il y en a, c'est à la fin de la journée, mais ils s'établissent toujours. Et puis un autre sujet qui est intéressant, c'est le rapport au temps. Parce que on est arrivés tous comme des bons petits soldats avec un objectif. On nous dit t'as ce conteneur à vider. On a tous tapé dans la butte tout de suite comme des fous. Puis finalement, on s'aperçoit que au cours de la journée, on a un rapport au temps qui s'établit et qui est vraiment qui devient plus naturel et plus biologique. C'est-à-dire ça, c'est assez intéressant comme expérience personnelle. Et puis effectivement, alors il y a quand même un moment fort, c'est le déjeuner avec tous les compagnons. Dans la maison où l'abbé Pierre a fondé la communauté. Donc ça, c'est vraiment un moment privilégié. Et puis à la fin de la journée, on a un brief avec les responsables, le responsable de Ça me regarde et un des responsables de la communauté et l'équipe. Alors, en un mot, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre d'autres managers d'organiser un séminaire d'équipe solidaire ? Déjà, j'ai une première analogie à faire, c'est que finalement, il y a des similitudes entre notre travail et leur. C'est-à-dire que quand on est à la fin de la journée et qu'on voit qu'on revient le lendemain et qu'on a encore un conteneur à vider, c'est un peu comme Noël, c'est-à-dire on n'a pas en traité toute la journée, on en aura toujours autant le lendemain. Donc ça nous crée des liens. Alors effectivement, j'aurais tendance à le conseiller à des managers qui veulent une expérience et un séminaire avec du sens et de la profondeur. C'est-à-dire, voilà, ça sort des schémas classiques, donc il faut l'assumer, il faut le préparer. Et puis, bien sûr, alors c'est pas cette journée-là qui renforce à elle seule l'esprit d'équipe. Et c'est du coup dans quel processus ils souhaitent l'inscrire, quel est l'avant, quel est l'après. Et ça, il faut y réfléchir pour trouver la bonne place et la bonne temporalité pour cette journée. Et puis la clé de la réussite, c'est vraiment de bien préparer. Ça s'improvise pas. Notamment, moi, j'ai une équipe que de cadres. Voilà, donc c'est raison de plus. Ils ont des questions, et donc voilà, il faut vraiment bien le préparer pour pas qu'ils disent qu'est-ce que je fais là et que ce soit productif. Mais nos collègues RH m'avaient accompagné, bien sûr, dans la démarche du début à la fin, et ça, c'était une aide vraiment précieuse. Du sens, de la profondeur, j'imagine que c'est un dispositif que vous aurez envie de développer. Oui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Patrick Jantet et Guillaume Pépi, il y a de cela 15 jours, ont lancé une promesse marque. Il y a sous notre logo, dorénavant, quelques mots, « Rapprochons-nous ». Je trouve ça extrêmement joli, mais sauf que si ça reste une promesse sans lendemain, ça n'a pas beaucoup de sens. Et chaque salarié du groupe doit se dire, à la fois pour les marchandises, quand de temps en temps aussi il a besoin d'être rapproché du consommateur, ou le consommateur d'être rapproché de la marchandise, mais en tout cas, chacun doit se dire comment je peux incarner cette promesse pour que justement ce ne soit pas une fausse promesse. Eh ben, les exercices qu'on vient de voir décrits, les expériences que vous venez de décrire, sont une façon extrêmement
concrètes, extrêmement pragmatiques, même si elles sont modestes, mais elles sont efficaces, de dire rapprochons-nous. C'est aussi notre façon à nous de travailler ensemble. On se rapproche les uns avec les autres, on se rapproche des autres avec nous, on rapproche les autres de nous ou nous des autres. Et je trouve que c'est de façon très claire l'incarnation même de notre promesse marque. Rapprochons-nous, ce ne sont pas que des TGV, des TER et des Transiliens, c'est aussi une façon de faire qui n'appartient qu'à nous et qui surtout n'appartient qu'à vous. Merci. Merci beaucoup à tous les trois. Donc je le disais en début d'introduction, hein, vous êtes 169 à avoir choisi ce dispositif. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle, donc on va tous vous applaudir. Et justement, pour vous honorer comme il se doit, je voudrais appeler André Maître, qui est responsable de l'engagement des salariés à la Fondation SNCF, et Croisine Lamarque, la Dream Team de la Fondation, donc responsable adjointe de l'engagement des salariés. Et je vais vous inviter à nous rejoindre sur scène, donc vous qui avez fait du mécénat de compétences, pour faire une photo de famille. J'imagine qu'il y en a d'autres. Vous avez des diplômes. Alors, on me signale qu'effectivement, donc je vais appeler, voilà, donc je vais appeler Christine Berdu, Jean-Marc Beaumont, Marie Coty. Voilà, donc vous voyez leur nom. Mais venez, ne soyez pas timides, venez recevoir vos diplômes. Bravo. Donc Christine Berdu, Jean-Marc Beaumont, Marie Coty, Philippe Court, Éric Declercq, Bégona Delicado, Christian Dubost, Jean-Marc Zedziki, Pierre Fize, Rémi Gauthier, Betty Kerel, Linda Oumaï, Vincent René, Mathieu Riffaut, Dominique Salgon, Bernard Thorin, Nicolas Tritaine, Jérôme Weber. Et tous ceux qui auraient éventuellement été oubliés sur la liste ou qui sont arrivés entre-temps. Voilà, et resserrez-vous pour qu'on puisse faire une belle photo de famille. Pardon. Voilà, photo. Cheese. Oui, dis donc. Est-ce qu'il y a encore des mécènes cachés dans la salle? Président, mettez-vous au milieu, mais président, pour la photo. Bravo, bravo, bravo. On peut les applaudir. Voilà, et 169 sur 1500, parce que sur tout le territoire, 1500, bien sûr. Voilà, je vous laisse regagner vos places, et encore bravo, vraiment. Et Marianne Échette me rejoint pour... Voilà. Alors, oui. Merci à tous. Alors, les quelques dizaines qui sont montées sur scène représentent les 169 des directions nationales, mais nous sommes aujourd'hui à près de 1500 salariés engagés sur tout le territoire. C'est ça le chiffre qu'il faut retenir. Hein. Aujourd'hui, on est direction centrale, donc c'est les 169 des directions centrales, mais ce n'est pas que 169, puisque le dispositif a été lancé il y a 4 ans. Vous me parliez de la progression tout à l'heure, Elisabeth. La première année, en 2013, 300
salariés engagés. L'année suivante, 700. L'année suivante, 1200. Et aujourd'hui, près de 1500 salariés engagés sur tout le territoire, dans toutes les disciplines. Non, c'est vrai qu'on a doublé. Bravo Stéphane. On a doublé chaque année, mais on ne va pas doubler l'année prochaine. Ce qu'on essaye de faire maintenant, justement, c'est plutôt d'élargir la palette des dispositifs pour que chaque collaborateur trouve une action ponctuelle ou de longue durée. Voilà. Merci pour cette importante précision.